notre ambition cette année, c'est donc de traiter l'acceptabilité comme une question narratologique. Donc, de déterminer, et ça va être un petit peu notre objectif cet après-midi, de déterminer un peu le périmètre des cas dans lesquels les questions d'acceptabilité peuvent faire l'objet d'un traitement narratologique pertinent. Parce qu'il y a toujours le risque en narratologie de se dire, à partir du moment où il y a la possibilité d'une mise en récit, on dégaine les outils narratologiques un peu à tort et à travers. Donc là, on va essayer d'être dans cette recherche de pertinence ensemble pour éviter de mal étreindre à force de trop embrasser. Euh, Deuxième aspect qui a traversé nos discussions lors de la préparation de ce séminaire, on pourrait un peu rapidement baisser les bras sur ces questions d'acceptabilité au motif que finalement ça change tout le temps. C'est-à-dire que les œuvres qui sont acceptables dans tel pays ne le sont plus dans tel autre. Vas-y, je vous en prie, monsieur. Dernier, dernier petit épisode technique entre les deux séminaires. C'est ça. Euh, donc, bien entendu, très grande variabilité culturelle et politique, hein, parce que c'est pas toujours les cultures, mais ça peut être tout simplement les régimes politiques qui peuvent placer le holà en termes d'acceptabilité sur certaines œuvres. Euh, Très grande variabilité historique, c'est-à-dire des œuvres qui étaient totalement incendiaires, qui sont désormais dans les programmes scolaires, qui sont non seulement tolérés, mais recommandés, avec parfois l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir un effet de réactance en se disant, bah, puisque c'est au programme scolaire, on rejette cette prescription. Donc on a des ironies de l'histoire comme ça qui peuvent traverser donc, nos études de cas. Heureusement, pour poser un peu les bagages d'une analyse narratologique, on a ce qui va constituer le cœur de la séance aujourd'hui, des querelles d'acceptabilité, c'est-à-dire des moments où des acteurs sociaux, on va dire ça au sens large, c'est-à-dire ça peut être des acteurs individuels, collectifs, institutionnels, prennent la parole, euh, voire prennent les armes ou prennent des cocktails Molotov ou toutes sortes d'éléments qui ne sont pas simplement discursifs. On a des salles de cinéma qui brûlent ou ce genre d'épisode, pour marquer leur entrée dans une querelle d'acceptabilité. Et l'avantage d'un point de vue scientifique, c'est que autant l'acceptabilité en soi, c'est quelque chose d'assez évanescent, autant la querelle d'acceptabilité, c'est en général très bien situé. Pas toujours facile à borner, on peut avoir difficulté à situer le début et la fin d'une querelle d'acceptabilité, mais on peut en général créer un certain consensus académique sur les moments où la querelle culmine, les moments où elle se déplace, les moments où elle s'apaise. Donc ça, c'est propice à l'analyse, et tant mieux, puisque sinon on aurait beaucoup de mal à lancer un séminaire de 12 séances sur un tel sujet. Après, je voudrais rappeler, parce que on constitue une équipe qui fête, avec bien entendu des changements dans l'effectif, mais qui fête sa 20e année. Donc c'est le bel âge pour un séminaire. On va vous annoncer à quel moment se fait ce petit point d'orgue dans l'année. Euh, en 20 ans, il y a une espèce de culture commune qui s'est construite au sein du séminaire, qui est d'abord liée à notre volonté de s'ouvrir à toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on a, en termes d'invitation, bien entendu, une dominante littéraire qui est liée aux origines de la discipline et au fait que, bon an, mal an, c'est quasiment toujours la littérature qui sert de laboratoire aux problématiques qu'on va rencontrer dans les autres médias. Il est très rare qu'on n'ait pas d'antériorité littéraire dans des problématiques qui vont ensuite toucher le cinéma, le jeu vidéo, le théâtre ou autre. Et ça ne nous empêche pas de travailler donc, sur différents éclairages disciplinaires, différents médias, des époques, vous allez le voir, qui varient également beaucoup. Beaucoup travaillé à une époque avec Claude Calam, qui venait nous
nous parlait de théâtre antique et on enchaînait avec des séances sur le jeu vidéo au XXIe siècle. Donc ça, ce yo-yo entre les époques est tout à fait assumé. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas nécessairement attendre de nous une spécialisation sur tous ces aspects-là. On s'efforcera de répondre à toutes les questions, mais bien entendu, vu l'ambition un peu folle qu'on a de partir dans toutes les directions à partir de ce moyeu narratologique, on ne peut pas se prétendre expert de tous les éléments qui viendront dans la discussion. On va commencer donc par ce film avec James Cagney et le fameux épisode du pamplemousse écrasé donc, sur le visage de sa maîtresse. Est-ce que quelqu'un l'a? On le voit. Ah, on ne le voit pas en mode présentateur, mais on voit ton. Ah, mais nous, on le voit sur nos Zoom, donc d'accord. Ah, c'est terrible. Donc, Public Enemy, film marquant. On a beaucoup de films du début des années 30, puisque le code de production donc, va s'imposer en 1934 et d'un seul coup resserrer les mâchoires de l'acceptabilité de façon très forte à partir de cette année-là. Et c'est précisément parce que entre 1930 et 1934, là, on a une explosion de toutes les tentatives de dépasser les contraintes de censure. La censure est très forte à ce moment-là dans le paysage américain. On a 300 bureaux de censure qui se sont installés, sauf qu'il n'y en a pas à l'échelle fédérale. Mais si vous essayez par exemple, de montrer un film dans une université à Atlanta, vous allez avoir le bureau de censure de l'État de Géorgie, plus le bureau de censure du comté d'Atlanta, plus le bureau de censure de la ville, plus le bureau de censure de l'université. Donc, ce qui va rester à la fin de votre film risque d'être assez méconnaissable. Et c'est très difficile, quand on regarde des films de cette époque-là, de se dire c'est ce que voyaient les Américains ou les publics à l'export à ce moment-là, puisque les films étaient littéralement charcutés, remontés. Et ça s'est un peu calmé avec l'arrivée du parlant. Tant que les films étaient muets, là, c'était vraiment n'importe quoi, puisqu'on n'avait même pas de contraintes narratives ou musicales. On pouvait couper au milieu d'un dialogue, puisque de toute façon, c'était présenté sous la forme de carton. Donc, le film de Wellman fait partie de ces films qui mettent en scène la trajectoire du gangster, avec la chute finale du héros. C'est ce qui va ensuite donc nourrir tout un genre, avec notamment le Scarface de Howard Hawks, hein, qui va énormément marquer l'époque. Et on a en parallèle une montée des films dits de la femme déchue, puisque en gros, dans une Amérique en crise à partir de 29, les manières alternatives de réussir dans la société vont être mises en scène donc, dans les films hollywoodiens. Et donc, pour les hommes, ça va être le gangstérisme. Pour les femmes, ça va être plutôt des profils de gold digger, de femmes entretenues. Et les deux donc, vont converger pour petit à petit créer un seuil de ras-le-bol collectif au niveau des partisans d'une censure plus stricte, hein, ce qui va donner lieu, donc, du côté de l'Église catholique, à la formation de la Ligue de la décence, c'est-à-dire dans un pays protestant à près de 70-75% à l'époque, c'est finalement l'Église catholique qui va prendre la main sur ces questions-là, parce que beaucoup plus organisée, beaucoup plus unifiée dans son mode de fonctionnement. Pareil dans ces gouttes d'eau qui petit à petit donc s'accumulent dans les années 30, on a donc le signe de la croix de Cécile B2000. Donc en 32, 2000 a cette pratique qui consiste à proposer des films très pieux, tout en montrant des images très salaces, au motif de montrer combien les païens, les romains, etc., sont des gens abominables. On va présenter des scènes d'orgie, des scènes de nus, des scènes de violence très mal acceptées, enfin de plus en plus mal acceptées malgré l'alibi du film religieux. Et toujours dans cette période-là, donc on a en effet She Done Him Wrong de Lowell Sherman, qui met en avant donc Mae West, scénariste et actrice,
une des premières à mettre en question la question du plaisir féminin, placer la question du dialogue érotique sous un angle féminin et par ailleurs, en termes d'histoire de la censure et de l'autorégulation, Mae West nous laisse des traces intéressantes puisqu'elle dit qu'elle écrivait des scènes pour la coupe. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, je savais que ces gens-là avaient besoin de couper une partie de mes scénarios, donc je savais exactement quoi écrire pour qu'ils coupent et qu'ils me laissent la partie qui m'intéressait dans mes films. Ensuite, alors là, je pense que tout le monde l'avait, donc Un tramway nommé Désir, donc l'arrivée du théâtre de Tennessee Williams et d'une manière plus générale, donc dans les années 50-60, un mouvement de théâtralisation du cinéma pour toucher des publics plus adultes et poursuivre un mouvement qui a été plutôt amorcé en Europe, un mouvement néo-réaliste qui permet de proposer un cinéma moins familial. Le film de Kazan correspond aussi à la prise de pouvoir, en prise d'autonomie de ces réalisateurs qui vont de plus en plus être producteurs. C'est le cas de Kubrick, donc avec James Lee Harris, il n'est pas seul producteur, mais qui va prendre largement en main donc, le financement, la production de ces films, et qui va très vite comprendre qu'il faut être rentable si on veut passer les différentes étapes des contrôles de la censure qui continuent de survivre dans les années 60. Il n'y en a plus vraiment beaucoup, mais surtout des questions d'autorégulation. La particularité de Lolita est que c'est un des premiers films qui va être accompagné d'une indication de limite d'âge. Et Kubrick est un petit malin en termes de relations presse, va mettre en scène lors de la première un petit épisode marquant, puisque à la première, donc Sue Lyon, qui interprète Lolita, ne va pas être autorisée à rentrer dans la salle, au motif justement qu'elle est mineure. Donc elle ne verra pas, et sous l'œil de tous les journalistes, elle ne verra pas le film dont elle est l'héroïne. Et donc cet épisode-là va commencer à populariser l'idée d'un contrôle des publics au lieu de contrôler le contenu des œuvres, dire finalement on va contrôler qui peut entrer ou non dans la salle, ce qui va culminer dans les années 66-68, donc avec la mise en place d'un système de cotation par âge qui continue d'exister aujourd'hui. Je continue cet historique, donc Qui a peur de Virginia Woolf. Là aussi, adaptation, c'est vraiment du théâtre filmé. C'est extrêmement statique et absolument passionnant, mais vraiment dans le huis clos donc d'une soirée entre enseignants d'université. La pièce d'Edward Albee donc, était réputée inadaptable. Elle finit par l'être précisément parce qu'on est à la fin des années 60 et que le dispositif du code de production qui a été mis en place en 1934 à ses tout derniers son tout dernier souffle avant donc la mise en place du système de cotation par âge. Celui-ci, je pense que il vous rappelle quelques souvenirs, il est 13 années 80. On est donc dans le second Indiana Jones, donc Indiana Jones et le Temple maudit. Très important, mine de rien, ce film, pour la question de l'acceptabilité, puisque dans un scénario pulp très familial, Spielberg délibérément met en scène un épisode, un tout petit passage qui est très gore, avec donc ce prêtre fou qui arrache le cœur de sa victime, il brandit le cœur s'enflamme, donc on est vraiment sur quelque chose qui est plus de l'ordre du film d'horreur. Il se trouve qu'à ce moment-là, Spielberg est aussi un des gros producteurs des films d'épouvante de la période début des années 80, donc c'est pas complètement par hasard. Et il va utiliser ce film, et spécifiquement cette scène-là, pour pousser à la mise en place du PG-13, c'est-à-dire de la cotation intermédiaire, qui est donc déconseillée aux moins de 13 ans.
alors qu'avant, on était soit familial, soit pour adultes. Donc l'arrivée d'un public spécifique, adolescent, qui peut être intéressé par ce genre de contenu, et le rappel que malgré tout, il faut protéger un public plus jeune, parce que cette scène est pensée justement pour être visible à partir de 13, mais pour être choquante si on est en dessous, c'est vraiment un élément qui bascule dans les années 80, aussi pour des raisons économiques qui sont un peu loin de nos outils narratologiques, mais qui sont tout simplement que le public adolescent commence à ce moment-là à avoir de l'argent de poche, à avoir sa propre mobilité, etc. Donc ça devient une cible au sens marketing du terme. Starship Troopers, hein. Donc Verhoeven, là on est sur des questions d'adaptation. Donc le roman de Robert Heinlein est un roman extrêmement militariste. Et ce qui est intéressant, c'est que Verhoeven a signé une œuvre globalement très antimilitariste, avec ses origines néerlandaises, tout son passé très ancré donc, dans les suites de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est sur une adaptation à rebours. Et par ailleurs, la question de la censure est mise en scène à de nombreuses reprises. C'est toujours passionnant de revoir Starship Troopers et notamment les séquences d'information qui sont présentées à plusieurs reprises dans ce film, où on a des moments de censure. Là, le Sunsword que vous voyez apparaît à un moment où une vache se fait découper par une créature extraterrestre, des aliens qui sont présents dans ce film, alors que juste avant, on a eu un long travelling sur un champ de cadavres. C'est-à-dire que l'ironie de Verhoeven, c'est voilà, la souffrance animale va être censurée, mais juste avant, on a eu des soldats démembrés et qui étaient filmés avec la plus grande complaisance par la même chaîne de télévision. Autre date importante, donc American Psycho, de Mary Harron, donc avec Christian Bale, dans un de ses premiers rôles ses premiers rôles, dirons-nous. American Psycho est un film qui va sortir sans classification. Donc, normalement, on doit faire classer son film pour être diffusé. Et on sait que American Psycho, vu son contenu, hein, l'adaptation du roman de Bret Easton Ellis, ne peut pas être classé R, c'est-à-dire interdit aux mineurs non accompagnés. Il sera nécessairement dans la classification NC-17. Donc, les producteurs essayent d'abord de le sortir non classifié. Et en fait, le dispositif de promotion du film va rendre les choses impossibles. C'est-à-dire que si le film n'est pas classé, on ne peut juste pas en faire la pub dans les espaces publics, dans les pages du New York Times, etc. Donc finalement, il va sortir avec la classification NC-17, qui était état de mort clinique, en fait, parce que personne ne fait du NC-17. On ne peut pas rentabiliser un film dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, soit on fait du porno, et dans ce cas-là, on ne cherche même pas à classer son film. Il est pornographique, donc il est dans son propre circuit de diffusion. Soit on annonce du NC-17 et ensuite on coupe pour que ça revienne vers du R et que ça puisse être commercialisé. Et dans le cas d'American Psycho, donc, le film a été justement une date importante en 1999 à cause de cette tentative de rentabiliser un film avec cette classification. Bien entendu, je ne vous fais pas un dessin. Barbie 2023 ouvre nécessairement une nouvelle page dans l'histoire de l'acceptabilité, mais en tout cas, c'est un peu la grosse surprise de l'année, avec une avalanche donc, de décisions d'interdiction dans de nombreux pays, du fait qu'il est contraire aux valeurs traditionnelles et autres. Hein, et par ailleurs, donc, tout un message de contestation du fonctionnement des industries de loisirs en interne sur un film qui était présenté comme un produit dérivé totalement inoffensif de chez Mattel. Donc, très intéressant de se pencher également sur ce type de production. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Est-ce que je poursuis? Donc, c'était une petite phase ludique au milieu de la séance. Alors, donc, narratologie et querelle d'acceptabilité. Donc, après cet élément de quiz, on va entrer de façon plus aride
dans ces questions-là. Je commencerai par... Ah, alors on va arrêter le partage, le relancer, et normalement ça devrait se résoudre. Faut que tu lances d'abord le PowerPoint et ensuite tu Ok, partages. alors, non, ça, sauf que j'ai relancé depuis le début. Erreur de débutant. Ah, on rebascule sur Zoom. D'accord. Ça peut faire plus de suspense, d'attente. Hop. Ah, sauf que moi... Non, c'est bon. Ça défile correctement? Ok. Donc, on va poser des questions en apparence très simples. Je pense que l'objectif, c'est pas d'y répondre de manière simple, c'est petit à petit, au fil de cette deuxième partie de la séance, de nous donner à tous de quoi discuter, de quoi réfléchir sur les différentes facettes de notre programme et notamment sur ces questions d'acceptabilité. Alors, le PowerPoint en lui-même est assez bavard. N'hésitez pas, vous avez mon mail si vous avez besoin de l'avoir dans une version où je pense qu'on fera une diffusion des supports de présentation à nos participants. Donc, querelle d'acceptabilité, on est tombé assez rapidement d'accord sur ce terme parce que on va avoir plusieurs séances qui vont nous parler de censure. Je l'ai fait tout à l'heure et il s'agit d'un terme que j'utilise très, très volontiers. Hein. Premier ouvrage publié donc s'appelait Hollywood face à la censure, donc c'était en 2005. Donc le terme de censure ne me gêne absolument pas. Simplement, il faut essayer de préciser de quoi on parle et acceptabilité quand il s'agit, comme on cherche à le faire, d'accueillir les travaux de collègues et par ailleurs de vous donner l'occasion aussi d'interagir avec nous sur ces questions-là, acceptabilité nous semble plus ouvert. Donc, le problème quand on parle de censure, sans avoir précisé antérieurement le type d'arène dont on parle, c'est-à-dire quand on parle de censure d'une manière générale, si je parle par exemple de la censure parentale au sein d'une famille, ou si j'en parle un peu par abus de langage, ou en tout cas de manière un peu métaphorique, c'est que nécessairement, on va créer un espace normatif, on va polariser les choses. Personne dans nos sociétés n'a envie d'être le censeur. C'est relativement nouveau. Siéger dans une commission de censure dans les années 1950 aux États-Unis, c'était un élément tout à fait valorisant et voilà, on revendiquait ça aujourd'hui. Si on suit des querelles d'acceptabilité aujourd'hui, censeur reste une espèce d'insulte, de nom d'oiseau qu'on va donner à l'autre. On va souvent parler de censeur autoproclamé, par exemple. Le terme self-appointed censor, ce type d'expression, on va le trouver du côté de l'adversaire, toujours, alors que si du côté dont on fait partie, on met en avant des contraintes d'acceptabilité, on va dire que c'est la dignité la plus ordinaire qui nous amène à formuler une objection. C'est-à-dire que parler de censure, c'est déjà piper un peu les dés si on le dit de manière générale en ouverture d'un séminaire. Ça ne veut pas dire que les collègues qui parlent de censure dans les titres de leurs interventions sont en train de piper les dés. Ça veut dire que dans le périmètre qu'ils ont choisi pour présenter leurs objets, là, ça a du sens. Mais pour nous, qui sommes en ouverture de séance, mieux vaut garder les choses un petit peu ouvertes. D'autant qu'on l'a déjà évoqué, il y a aujourd'hui des protagonistes dans les querelles d'acceptabilité qui se trouvent
à la fois dans des camps très conservateurs et dans des camps très progressistes. C'est-à-dire que censure de droite, censure de gauche, qui était auparavant une espèce de façon de parler, et souvent des façons d'attaquer l'autre, ça devient aujourd'hui un élément dans lequel on a intérêt à avancer très prudemment sur les querelles qu'on examine pour savoir précisément qui demande quoi et si on peut en effet parler d'un ancrage progressiste ou conservateur sur les personnages qui demandent à altérer, à supprimer ou à classifier certains contenus. Et la question des critères de jugement est en train de bouger à toute vitesse. On le voit sur toutes les questions de retraduction, réadaptation, et ça se voit d'autant mieux justement quand on est sur des reprises d'œuvres du patrimoine. Ça nous permet aussi, parce que je ne pense pas qu'on puisse travailler l'acceptabilité sans se poser des questions en tant que citoyen, de travailler sur nos propres normes d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'est-ce que j'accepte pour moi-même, qu'est-ce que j'accepte en tant que citoyen, en tant que parent. Bien entendu, si on a des parents d'enfants très jeunes, c'est pas exactement la même chose que si on est parent d'enfants très jeunes, ce n'est pas la même chose que quand on a des enfants mineurs. Mais à titre personnel, en tant que parent, je ne sais pas projeter Orange Mécanique ou la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook à mes enfants quand ils avaient 6 ans. Et ça ne m'a pas semblé, par ailleurs, complètement scandaleux. Donc, voilà. Et par ailleurs, je leur ai montré des choses qui me semblaient parfaitement acceptables, en tout cas visibles, et qui les ont marquées de façon très forte. Les premiers Tarzans des années 30, ils m'en parlent encore, avec la scène notamment où vous avez un porteur africain qui tombe, et où les organisateurs de l'expédition disent « Ah, il portait les médicaments !» Cette scène où on traverse la rivière aux hippopotames, et où, comme dans Tintin au Congo et d'autres œuvres de la même époque, on est en train de shooter joyeusement les hippopotames. Et ça, pour des enfants du début du XXIe siècle, c'est peut-être tout aussi traumatisant que la scène d'ouverture de All Boy. Donc voilà, est-ce que j'ai bien fait ou pas mon travail de papa? C'est pas trop la question aujourd'hui. Simplement que chacun d'entre nous se pose ce type de questions n'est pas absurde. Et si on commence par écraser le débat en parlant de censure, on laisse moins ces aspects d'introspection qui ne sont pas juste nombrilistes, hein, parce que ça, en fait, ça nous concerne tous, ces questions-là, d'autant que l'une des réponses les plus répandues aux thématiques d'acceptabilité aujourd'hui, c'est la question de la classification par âge. Voilà, on a des jeux vidéo qui choquent, c'est pas grave, Peggy 18, hop, on dit c'est pas utilisable avant l'âge de 18 ans. Et pour vous prendre un exemple encore autobiographique, on a eu, pendant que mon fils aîné était au collège, il a ramené une liste d'œuvres recommandées, et notamment des films recommandés donc, par son enseignante de français, en 5e ou en 4e. Elle a très bon goût, cette dame. Elle n'est plus du tout dans le périmètre, mais enfin, l'anonymat complet. Elle a un goût excellent, sauf que la plupart des œuvres, je suis allé sur Internet pour vérifier, quasiment toutes les œuvres étaient interdites aux moins de 16 ou moins de 18, pour une classe de collégiens. Et donc, il y a encore cette question d'acceptabilité sur des DVD qu'on avait tous. C'est-à-dire que tous les DVD qui étaient dans sa liste, je regardais, je les avais. Donc, on a les mêmes goûts. Je dis elle a très bon goût, en tout cas les mêmes que moi. Mais elle proposait ça à une classe de 5e ou de 4e. Enfin, je n'ai plus la date précisément en tête. Mais voilà, donc je ne me sens pas censeur. Or, à ce moment-là, j'ai pris soin d'écrire à une de ses collègues plus expérimentée en lui disant
fais gaffe, la jeune collègue qui vient d'arriver, elle va avoir des problèmes avec des parents peut-être un peu moins délicats que moi dans la façon de gérer la chose. Donc ça s'est fait certainement dans les couloirs et dans sa salle des profs de telle façon qu'elle ne soit pas directement éclaboussée par les difficultés. Mais c'est vrai que la liste qu'elle a remise, le lendemain, elle était récupérée dans les cartables des uns et des autres. Donc je pense que sa collègue est intervenue très rapidement parce que voilà, la problématique de la protection de la jeunesse est aujourd'hui une problématique omniprésente. Une question. Oui. Je voulais juste demander si vous avez encore la liste originale. Non. Très bonne question. Quoique, je l'avais scanné. Je l'avais scanné pour l'envoyer justement à sa collègue. Il faudrait que je la retrouve, ouais. Ouais. Mais on avait notamment, donc on avait tout Tarantino, on avait Bong Joon-ho et Park Chan-wook, enfin les deux maîtres coréens voilà, qui sont en effet mes DVD de chevet, quoi. On avait beaucoup de Scorsese, enfin une femme de goût, quoi. Il faudrait que je retrouve cette liste. Ouais, vous avez raison. Il va falloir que je ressorte des disques durs. Donc, je pense que le but était déjà de leur donner une culture cinématique, une culture cinématographique exigeante, mais liée à la génération propre de cette enseignante. C'est-à-dire que, en gros, l'histoire culturelle pour elle commençait à Taxi Driver. Ce qui en soi n'est pas beaucoup de Taxi Driver, mais éventuellement, si elle avait commencé par quelques films plus classiques, elle avait déjà beaucoup moins de soucis, tout en atteignant, je pense, son but de créer cette culture cinématographique minimale. Alors, finalement, si on regarde techniquement, les gens qui s'appellent censeurs, les commissions de censure, les bureaux de censure dans notre histoire culturelle, c'est un type d'arène sociale. Et si on commence à parler de censure à tout bout de champ, dès qu'il y a une contrainte d'acceptabilité, on risque de confondre les arènes, c'est-à-dire les espaces sociaux dans lesquels se tiennent les querelles. Donc, j'en distingue quelques-unes. Déjà, on a la question de l'autocensure. Donc là, on est sur l'arène la plus privée qui soit. Et on pourrait se dire, bon, est-ce qu'il y a... Oui, parce que là... C'est vous. Donc, on pourrait se dire, il n'y a pas de querelle. C'est-à-dire, je suis seul en train de scénariser. Après, je vous ai dit, je suis notamment scénariste de jeux de rôle. Ces 3 dernières années, j'ai travaillé notamment sur le jeu de rôle Batman, donc il va sortir là dans les prochains mois. Je vous promets qu'en termes d'autocensure, on est réellement plusieurs dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne dort pas parce qu'on a une instance qui s'appelle Warner Bros. Dans la tête qui nous dit non, ça n'a pas ta parole de le faire. Il y en a une autre qui nous dit mais attends, tu peux parce qu'il y a des gens chez DC Comics qui faisaient ça avec Batman il y a 20 ans, plus toi ce que tu as envie de faire en tant qu'auteur. Donc on a une querelle d'acceptabilité qui se déroule en interne et qui fait que on peut avoir des actes d'autocensure qui résultent de cela. Notre problème principal dans les sciences humaines est d'arriver à attraper ces moments-là de manière fidèle. Par quels moyens, les outils méthodologiques peut-on travailler l'autocensure c'est toujours une question très complexe. Après, il y a la sphère privée, celle que j'évoquais, c'est-à-dire celle du contrôle parental, avec des outils donc, qui nous sont fournis par les industries de loisirs, qui nous sont fournis par des signalétiques en télévision, en cinéma, jeux vidéo, etc. Mais la réalisation des actes de contrôle incombe aux membres de la sphère privée et leur contournement aussi. Il y a la sphère locale, celle que j'évoquais aussi avec cette enseignante. Ce qui se passe dans une école, ce qui se passe dans une médiathèque.
Qu'est-ce qu'on choisit d'acheter? Qu'est-ce qu'on maintient? Quelle version? Il y a l'autorégulation industrielle, donc celle qu'on va voir avec le code hollywoodien sur lequel je reviendrai beaucoup dans 15 jours, le Comics Code aussi donc, dans le domaine de la bande dessinée, les systèmes de classification type PEGI, ISRB dans le domaine du jeu vidéo, etc. C'est-à-dire des personnes que j'appelle des symbiotes, c'est-à-dire qui sont payés par l'industrie pour être les représentants d'une demande d'acceptabilité extérieure. On va payer un jésuite, représentant de la Ligue de la décence, pour diriger donc l'administration du code de production à partir de 1934. Il est donc payé par les studios. Donc, du point de vue de l'Église catholique, on peut le considérer comme un traître. Et en même temps, il est là pour poser la voix de l'Église catholique et de son groupe de pression, donc la Ligue de la décence, dans le système des studios. Le curé de Los Angeles va intervenir à de nombreuses reprises sur des lieux de tournage pour faire modifier l'édition d'une Bible, pour faire corriger, entre guillemets, la profondeur d'un décolleté, pour modifier un décor, etc., ou pour intervenir sur la musique du film. Quand on a en accompagnement d'un film une musique de piano mécanique, c'est une façon de faire une allusion à la prostitution sans prendre de risques en termes de contenu à l'écran. Et ces gens-là ne sont pas des censeurs. C'est-à-dire qu'on peut les dénoncer comme censeurs au sein des studios en me disant bah, ça, ils m'ont interdit de le faire, mais la finalité de leur travail est que les films sortent. Tandis que la finalité du travail d'un censeur est de protéger un public réputé fragile avec tous les outils à sa disposition. C'est-à-dire, si le film doit être interdit en totalité, il est interdit. Dans le cas de l'autorégulation, on doit se débrouiller pour que les projets aboutissent. On est au service de l'industrie. Le bureau de censure, donc, c'est, vous voyez, une instance parmi les 6 que je vous propose, et il y a le tribunal aussi, dont nous parlera Christine Baron, mais bien d'autres, au fil de nos séances. Et on a parfois l'idée que finalement, le bureau de censure, si c'est une émanation gouvernementale, et le tribunal en tant que pouvoir également de l'État, peuvent être considérés comme travaillant dans la même logique, étant la même arène. C'est bien entendu complètement faux. En tout cas, si ça arrive, c'est une monstruosité institutionnelle. Si un tribunal se met à fonctionner avec les mêmes ressorts, avec la même logique de travail qu'un bureau de censure, c'est en soi quelque chose c'est plus une anomalie sociologique qu'une régularité. Exemple, avec une citation assez longue, mais d'un très bel arrêt. En général, les arrêts de la Cour suprême, on lit du très bel anglais, j'ai traduit comme je pouvais. Donc, si malgré la Constitution, cette nation devait emprunter la dangereuse route de la censure, je crois que cette Cour, donc la Cour suprême des États-Unis, serait la commission de censure suprême, il met les majuscules Hugo Black, la plus inappropriée qui se puisse trouver. Pour autant que je sache, les juges ne possèdent aucune expertise particulière, leur conférant une compétence exceptionnelle, tous les adjectifs ont leur poids dans ce texte, pour caractériser et superviser la morale privée de la nation. Et des morceaux de ce type-là, on en trouve tout le temps dans la jurisprudence de la Cour suprême, mais dans d'autres traditions. Et je pense, Philippe, toi qui as travaillé notamment sur Céline et sur la question les multiples questions d'acceptabilité qui portent sur l'œuvre de Céline, je pense que tu as dû avoir quelques éclairages de ce type-là aussi. J'avance. Est-ce une question narratologique, cette question de l'acceptabilité? Alors, oui et non. Quand je disais il faut éviter de traiter de l'acceptabilité comme quelque chose qui serait systématiquement narratologique, je pense qu'il y a des querelles qui portent
sur des aspects qui sont quand même largement extérieurs au récit ou très, très, très secondaires dans les œuvres. Par exemple, les querelles d'acceptabilité qui portent sur la contestation globale d'un média. Le nouveau média va recevoir en général une volée de bois vert. On va dire qu'il rend épileptique. La radio rend épileptique quand elle arrive, le cinéma rend épileptique. On va avoir cette crainte de l'épilepsie qui va venir presque à l'apparition de chaque nouveau média. Le jeu vidéo aujourd'hui, et particulièrement le jeu vidéo en ligne, fait l'objet d'une contestation globale. Après, on peut éventuellement, comme caractéristique aggravante, mettre en avant des éléments de scénario dans tel ou tel jeu vidéo pour dire, voyez comme c'est abominable. Mais l'objectif n'est pas d'attaquer le média sur un angle purement narratologique. Il s'agit en général d'inciter à l'interdire ou en tout cas à en éloigner certains publics. Ça peut être une pratique. La grande flambée d'inquiétude des années 80, remise en scène tout récemment dans Stranger Things, sur le jeu de rôle sur table, accusé donc de nourrir des comportements satanistes donc, parmi ces pratiquants. Ça arrive dès le début des années 90 en France avec l'émission Bas les masques de Mireille Dumas qui va déclencher donc, la fermeture de quasiment la moitié des clubs de jeux de rôle en France, systématiquement avec des gens qui disent non, mais je ne regarde pas Bas les masques. Et le lendemain, on coupe les fonds, on interdit la salle, etc. Donc ça a été une panique morale bien décrite aujourd'hui. On a tout un historique de ça, à la fois aux États-Unis et en France. Et puis, ça peut être bien entendu la contestation globale d'un genre, où là aussi, on peut attaquer la pornographie sur certains aspects scénaristiques des films. Bon, la femme forcée qui finit par consentir, par exemple, c'est un acte scénaristique. Mais on voit bien que la plupart des détracteurs de la pornographie ne s'embarrassent pas de considérations narratologiques ou tout simplement narratives pour nourrir leurs propos. Sur la fantasy, si on prend toutes les Potter Wars, tout le mouvement aux États-Unis d'attaque sur le succès de Harry Potter, mais également sur le succès de Percy Jackson, en général de cette fantasy destinée plutôt à un public ado, et les véritables autodafés que ça a provoqué. Hein. Ces personnes donc, qui considéraient que cette forme-là de rapport au surnaturel était une attaque frontale à leurs croyances religieuses. On voit bien que la question narrative est totalement secondaire. Donc, on en discutera, mais ça ne semble pas être central dans le propos de notre séminaire. Critique des aspects extradiégétiques. La question de savoir comment une œuvre a été financée. Est-ce qu'elle a été produite par les frères Weinstein le casting. Est-ce que dans le casting, on a Kevin Spacey, voilà. Enfin, si je prends toutes les répercussions de MeToo, ce sont bien entendu des objections majeures. Il ne s'agit pas de dire que ça n'a pas d'importance, bien au contraire. Il s'agit de dire, est-ce que vraiment, sur ces aspects-là, il y a des outils narratologiques qu'on peut mobiliser. Personnellement, je n'en vois pas, mais bien entendu, c'est une séance d'introduction. Donc, si vous en voyez, je suis tout à fait preneur. Sur également le rejet de choix formels qui ont pu être faits après la scénarisation d'une œuvre. Alors, bien entendu, quand je dis scénariste, hein, ça suppose division du travail. Ça veut dire qu'il y a un scénariste et puis d'autres personnes qui font autre chose dans la production de l'œuvre. Si on travaille sur du contenu littéraire, la figure du scénariste n'a pas grand sens dans la mesure où on a une seule figure d'auteur qui va en général produire l'ensemble de l'œuvre. On va se poser éventuellement la question de la mise en page ou de l'illustration de couverture, mais on n'a pas les phénomènes de division du travail qu'on observera dans des studios. C'est pour ça que là, dans l'objectif de pouvoir couvrir un maximum de médias possibles, j'essaye dans cette introduction de dire finalement ce qui est proprement une question narratologique, c'est ce qui est dans le périmètre des scénaristes. Or, il y a des choses dont les scénaristes ne sont pas responsables. Qu'est-ce qui est fait en termes
de costumes, de décors, de musique, de supports promotionnels. Exemple, le banni de Howard Hughes, grosse, grosse controverse sur le scénario. Ben Hecht claque la porte, Joel Furstman fait ce qu'il peut. Howard Hawks claque la porte, c'est Hughes lui-même qui finit de tourner le film, etc. Négociation plan par plan pour éviter d'être censuré à tous les niveaux, sachant que Howard Hughes est millionnaire, donc il n'a pas besoin en fait, de fonctionner avec les outils classiques des studios, sauf que derrière, on a ce matériau promotionnel-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser la plastique de Jane Russell qui va se retrouver peinte sur tous les avions. Que Jane Russell va être la pin-up à partir de 1943 qu'on va retrouver dans plein de posters ou dans toute une série de déclinaisons. Et on voit bien que ces choix-là ne sont pas du ressort du scénariste. C'est quelque chose qui se passe plus loin dans d'autres enceintes du système de production. Idem pour les photos promotionnelles des James Bond. Il y a plein de problèmes d'acceptabilité dans les James Bond, surtout la période Roger Moore. Évidemment. Je suis en train de vous dire simplement, cette photo, on voit que c'est une louche supplémentaire de provocation avec donc ce James Bond entouré littéralement d'un harem qui est utilisé donc dans les photos promotionnelles. Et il ne me semble pas que ce soit le périmètre de notre séminaire. Ce n'est pas pour faire du terrorisme intellectuel et de dire si vous voulez parler de ça, partez. Mais je pense que si on essaye de préciser davantage ce dont il s'agit quand on parle de questions narratologiques, la forme en 3 lignes que j'ai retenue, c'est qu'il y a donc véritablement question narratologique d'acceptabilité quand ce sont les choix scénaristiques qui vont déclencher donc soit des objections, soit au contraire contribuer à les atténuer, à les neutraliser. Et je vais essayer de vous donner, donc, dans les 10 minutes qui me restent, je vais essayer de laisser 20 minutes pour les questions-réponses, des exemples de ça. Donc là, c'était la partie un peu à la trick pour dire, non, je ne parlerai pas de ça. Après, bien entendu, il ne s'agit pas d'interdire aux invités suivants d'intervenir sur ces points-là, mais avec simplement la question des décisions scénaristiques, on a déjà énormément de matériaux à étudier. Je vais prendre 2 pistes dans les outils d'une narratologie extrêmement classique. D'abord, la question de la séquence des péripéties. C'est-à-dire qu'on a des scènes qui s'enchaînent avec, en général, des liens de cause à effet, des ellipses, des analepses, des prolepses, etc. Tout le vocabulaire un peu standard de la narratologie. Et ensuite, je verrai avec vous les questions de voix et de focalisation, donc les outils issus de la narratologie de Genève. Donc, difficile de faire plus classique, mais c'est juste pour vous montrer déjà les articulations possibles. Donc, séquence narrative, si je centre l'analyse des questions d'acceptabilité sur simplement l'enchaînement temporel de péripéties depuis l'exposition jusqu'au dénouement, vraiment dans la tradition la plus consensuelle. Il me paraît difficile de faire de la narratologie sans admettre que la séquence narrative est quelque chose d'important. Quelques exemples de querelles d'acceptabilité qui portent là-dessus. Je vous parlais tout à l'heure avec les exemples donc, de Public Enemy et en général du cycle du gangster, les exemples des films de Mae West, mais pas que. Cette période, donc 1932-1934, dès que vous regardez les films de cette époque-là, c'est vraiment le pré-code Hollywood, hein, et c'est une période de transgression presque systématique de toutes les limites qu'essayaient de poser les bureaux de censure à ce moment-là. Il y a
en général un procédé qui va très vite s'essouffler, parce que tous les scénaristes vont utiliser le même, c'est de dire le personnage, le gangster ou la fille perdue, sera sanctionné dans la dernière bobine. Au point que, est-ce que c'est une légende ou pas, j'en sais rien, mais paraît-il qu'en Union soviétique, les spectateurs sortaient avant la dernière bobine des films américains, quand ils avaient l'occasion d'en voir, parce qu'ils savaient qu'à la fin, c'était toujours la même chose. Est-ce que c'est une légende hollywoodienne ou quelque chose qui se déroulait réellement dans les salles des années 30 en Union soviétique? Je n'ai pas la réponse de première main. Et c'est vrai qu'on voit, hein, si vous chronométrez un film de cette période-là, vous laissez les 4/5e, vous avez l'ascension de la personne, donc dans des décors de plus en plus lumineux, de plus en plus luxueux. Vraiment cinéma des années 30 où on n'est pas avare de lumière, hein. En général, on va saturer de luminosité donc les décors. Les vêtements, les véhicules, tout ça va monter donc en gamme pendant les 4/5e du film. Et tout à coup, c'est le basculement, espèce de karma qui rattraperait le personnage qui a commis des transgressions sociales, avec donc l'idée que le dénouement aurait une signification morale. Sauf que ce procédé-là, de la punition en toute dernière instance, va devenir tellement omniprésent qu'il va s'essouffler de lui-même. Et que dans la presse, dans les critiques, on va dire, mais ça suffit. On vous voit venir, vous avez systématiquement ce glamour qui va pleuvoir littéralement sur votre personnage pendant les 4/5e du film, et à la fin, vous faites le nécessaire pour l'humilier, pour le faire mourir dans d'atroces souffrances, mais finalement, ça n'a aucun effet puisque tout le monde est relativement immunisé à ce type de procédé narratif. Donc là, on utilise la séquence de cette manière. Utilisation également pour contourner là les bureaux de censure, j'utilise le terme de manière spécifique, hein, qui vont demander à couper systématiquement toutes les scènes de transgression sexuelle, par exemple. On va scénariser les scènes d'adultère, par exemple, les scènes de sexe hors mariage, tout ce qui peut être problématique, les scènes de sexe en mariage aussi, hein, bien entendu, à cette époque-là, de manière à ne rien montrer et tout déplacer dans l'esprit du public. Ce qui là aussi va être critiqué en disant, mais on se sent sali, en fait, quand on sort de vos films, par tout ce que vous nous avez fait imaginer. C'est-à-dire qu'à force de déplacer dans notre imagination ce que font les protagonistes hors de l'écran, on nous rend en partie coupables de ce travail imaginatif. L'ellipse, vous l'avez probablement tous déjà vu, hein, c'est le couple qui est en train de se former, ils sont dans le jardin, leurs visages se rapprochent, s'embrassent-ils ou pas? Encore, c'est pas très important, puisque de toute façon, la caméra va s'orienter vers la Lune, en général la pleine Lune, zéro connotation, et ensuite on va les voir prendre le petit déjeuner. Mais peut-être ont-ils passé la nuit à jouer au ping-pong, on n'en sait rien. C'est-à-dire que on nous a laissé avec une ellipse tellement évidente que n'importe qui dans la salle va tirer les conclusions. Un enfant de 4 ans, malgré tout, est protégé. Que de ce point de vue-là, le travail est fait. Et après, donc, ça peut être par de l'ellipse ou par du montage parallèle. Illustration avec Female, donc moyen métrage de Curtis. Scène complètement anodine, avec malgré tout la conversation de ce personnage qui est un peu connoté. Yes, I'll tell him.
But no, she's downstairs at the conference. Gee, I can't quite figure you out. At the office, you're so strict and all business kind of. I mean, entirely mental. You wouldn't want me to be entirely mental all the time, would you? No, I guess you have to relax once in a while. But I can't get used to seeing you this way. What way? So human. Well, I'm really quite human. You'd be amazed. Gee, at the office, you're certainly pretty tough. Everybody's scared of you. Oh, but that's the office. You're not scared of me now, are you? No, I should say not. Maybe I shouldn't bother you with my sales promotion plan tonight. Some other time. Don't you think? Time for the vodka. Take my hand. Thank you. Vodka? That's a Russian hooch, ain't it? There's a devastating Russian liqueur. What's he putting that out? It was the custom of Catherine the Great to serve vodka to her soldiers to fortify their. Donc tout ça, ça passe très bien avant 1934 hein, et on verra dans 15 jours que ça passe beaucoup moins après. Donc sur cette séquence narrative, on peut aussi utiliser un procédé qu'on a tous vu, je dirais, dans nos jeunes années de narratologie de base, qui est l'analepse, le flashback. C'est-à-dire que pour contrer cet argument qui consiste à dire vous nous noyez dans le glamour pendant 4/5 du film et à la fin seulement viennent les punitions, on peut commencer par la punition. C'est la réécriture du roman de James Cain, donc Medard Pierce, hein, encore Curtis, cette fois-ci en 1945, c'est-à-dire une fois que le code de production est en application, ça commence par un meurtre. Et ensuite, on voit John Crawford, qui incarne Medard Pierce, qui est sur le point de sauter dans la mer. Un policier la sauve. Donc, on sait que ça va se terminer de manière tragique. Et au bout de 10 minutes, ça part en flashback et on nous raconte toute l'histoire de cette femme qui a plusieurs amants, qui a le roman de Cain est une espèce de collection de tout ce que la censure interdisait à l'époque. Donc, si on veut que ça passe, il faut bien indiquer, et dès le début, qu'il y aura une tonalité tragique, que cette pauvre femme-là ne va pas s'en sortir sans dommage, et malgré tout, trouver un moyen, alors je vous laisse voir le film si la chose vous intéresse, trouver un moyen de créer une histoire d'amour et une histoire policière qui n'était pas du tout présente chez Cain, et qui s'ajoute ici dans l'adaptation. Dans Lolita, c'est tout à fait évident, hein, puisque la version de Kubrick donc, commence par l'assassinat de Quilty, donc par Humbert, et ensuite on repart dans le film narratif voulu par Nabokov, hein, mais donc ce positionnement en analepse va donner tout de suite la tonalité tragique à l'ensemble de ce qu'on va suivre ensuite dans le récit. Acceptabilité des voix et des focalisations, je termine là-dessus. Donc là, on prend les concepts issus du discours du récit, au discours du récit de Genette. Je rappelle hein, simplement la voix, donc c'est qui prend la parole dans le récit. La focalisation, c'est plutôt avec qui partageons-nous les informations. Pas nécessairement facile à adapter dans le cas du cinéma, mais ça va être intéressant quand on est face à des contenus qui font intervenir de la voix, alors, off en français bizarrement, faux anglicisme assez gênant, donc on va plutôt préférer voice-over, hein, puisque la voix n'est pas du tout off en fait. Donc ça va être très important dans la critique qui sera adressée à Orange Mécanique, le film de Kubrick, qui, de ce point de vue-là, suit de très près la narration à la première personne d'Anthony Burgess, donc dans le roman, y compris en reprenant le natsat, hein, cette espèce d'argot inspiré du russe que parle Alex. Et donc, on accompagne Alex dans tout le film avec ses adresses à la deuxième personne. Il nous parle de manière régulière. Et ça, c'est un procédé, le fait de nous associer aux méchants,
qui est très très bien analysé. Je vous recommande cet ouvrage sur les séries récentes par François Jost dans son livre Les Nouveaux Méchants. Je vous ferai une diapo globale de toutes les références, parce que là, pour cette première partie, je n'en ai pas fait, mais vu que je réinterviens dans 15 jours, je vous donnerai toutes les références biblio. Donc le fait de nous associer au parcours du méchant, il l'analyse à merveille avec Breaking Bad, fait que, voix over ou pas, de toute façon, on finit par être embarqué dans leur logique. On finit par espérer que les policiers ne les attrapent pas. Enfin, on a une sympathie qui est embarquée avec le parcours du personnage maléfique. Caméra subjective pour nous placer à notre corps défendant, nous associer aux actes les plus problématiques du personnage maléfique. On a ça dès le Dr. Jekyll, j'allais dire le premier, c'est pas le premier, mais le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc de Mamoulian en 31. Les scènes de rêve et d'hallucination. Alors là, on serait davantage dans la narratologie, notamment proposée par Marie-Laure Ryan, sur les mondes privés des personnages. Question notamment de leurs attentes, de leur système normatif, de leur projection d'avenir. C'est au cœur de la violente controverse qui entoure la sortie de La Dernière Tentation du Christ, avec notamment donc, cette salle parisienne qui brûlera à l'occasion de la diffusion du film, donc en 88, hein, puisque c'est au moment donc, où le Christ est crucifié qu'on a toute cette longue scène où il s'imagine un destin alternatif. Et c'est cette idée de seconde vie possible du Christ donc, qui va déclencher la levée de bouclier contre la dernière tentation du Christ. Dans The Big Lebowski, ce n'est pas le film le plus censuré du monde, bien entendu, mais il y a controverse, et notamment, j'ai le souvenir d'une controverse en médiathèque sur la diffusion de ce film à un public collégien, en disant, mais il passe son temps à fumer des joints, et au lieu de faire des hallucinations, des mauvais trips, il a ensuite des hallucinations qui sont extrêmement séduisantes. Donc, tout le monde reconnaissait que c'était un grand film, mais est-ce que c'était un grand film à montrer à un public collégien? Et puis, le cas de l'allusion invalidée, c'est un procédé que j'ai forgé faute de mieux. C'est ce que vous allez voir dans de très nombreux films de la période classique hollywoodienne. Quand on vous montre un personnage qui n'apparaît en général que quelques secondes à l'écran, et il est là pour imaginer quelque chose à propos des personnages centraux, dont nous, en tant que spectateurs, savons que c'est faux, alors que lui est en train de faire une supposition salace. Je vais vous illustrer le propos et je reviens sur cette diapo. Donc, l'impasse tragique de Hathaway 1946, où on a le personnage du laitier. Vous allez voir, il a mais vraiment 5 secondes à l'écran. Ensuite, il disparaît. Donc, on voit que les deux protagonistes n'ont pas couché ensemble. Le héros est dans un canapé, tout habillé, et l'héroïne est déjà habillée, elle est en train de préparer le café. Ils sont simplement, parce que la situation a très mal tourné, obligés de dormir dans le même appartement, mais en tout bien, tout honnête. Who is it? Milkman, Mr. 85 cents, please. Morning. Thank you.
Personnellement, je trouve que c'est un coup de génie d'avoir créé ce laitier qui n'a que 5 secondes à l'écran et qui a cet échange de regards terrible où on sait qu'il se trompe et en même temps l'allusion est là, le regard salace est là. Mais on est en 46, on ne peut pas en montrer davantage entre deux personnes entre lesquelles il y a bien entendu une tension érotique à couper au couteau pendant tout le film. Donc pour conclure de manière provisoire, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que là, en partant d'exemples simples, c'est-à-dire en s'appuyant vraiment sur le répertoire de la narratologie classique, séquence narrative, voix, focalisation, on a déjà des problèmes d'acceptabilité ou des solutions scénaristiques pour éviter de se faire couper, interdire, etc., qui peuvent être dans notre champ de compétences partagé. Ceci dit, il y a des points sur lesquels je pense qu'il faut ouvrir la discussion. Est-ce que le world building fait partie justement de ce périmètre-là? Alors, bien entendu, si on est romancier et qu'on part de la page blanche, on crée son monde et on le scénarise et on fait la totalité. Mais dans des systèmes plus centrés sur la division du travail, est-ce que les actes de world building sont de notre ressort pour ce périmètre, pour ce séminaire? Là, je me suis appuyé que sur des œuvres de fiction, donc c'est un peu facile. Que se passe-t-il quand il y a problème d'acceptabilité sur des récits documentaires, quel que soit le média concerné? Est-ce qu'il y a des critères d'acceptabilité propres aux récits documentaires? Je pense naturellement que oui, mais simplement, pas eu le temps d'exposer cet aspect-là. Et quand on est à cheval sur récits de fiction et sous-texte documentaire, c'est-à-dire la fiction à clé, quels sont les problèmes là aussi d'acceptabilité spécifiques qui vont sortir, hein. Bien entendu, là, on a en ce moment une série qui est très augmentée, qui a un succès considérable, donc qui est Succession, donc sur HBO, très inspirée donc de l'Empire Murdoch. Dans un épisode, le personnage du patriarche fait directement référence à Rosebud et donc à Citizen Kane. Donc, quand on a le récit d'un milliardaire de fiction qui se surajoute à celui de son modèle dans une fiction à clé, qu'est-ce qui se joue là aussi en termes d'acceptabilité? En tout cas, ce que j'espère vous avoir montré, c'est que mon intention, je ne préempte pas l'opinion de l'équipe, mais à mon avis, on est un peu tous là pour ça, c'est de ne pas être dans le cliché d'une narratologie qui serait simplement voilà, la boîte à outils formelle. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de faire la morphologie du conte de fées. Mais évidemment, si je fais de la morphologie du conte de fées, la prise de risque politique et morale est peut-être moindre que si on se penche vers ce type d'œuvre. Quoique, on le verra sur La Belle et la Bête, puisque Jennifer Tamas va peut-être me montrer que sur ces questions-là, on est loin d'être sur un exercice purement formel. Donc, en tout cas, ce qui me semble clair, c'est que les récits qui nous entourent constituent aujourd'hui un aspect très important de notre rapport au monde et que, en tant que narratologue, à plein temps ou à temps partiel, disons, suivant nos ancrages disciplinaires, on a quelque chose à en dire. Ça me semble être un des travaux importants de la recherche contemporaine.